Ma carrière avait très bien réussi, je dois dire, dans le groupe Edmond de Rothschild. J'ai gagné pas mal d'argent pour moi, puisque j'ai commencé avec rien. Mais je me suis dit, la vie à 55 ans, 58 ans, c'est pas Le que gain gagner de à tout prix, l'argent c'est ça et travailler, Ça manquait de travailler. sens. C'est aussi aider le peuple juif, Israël, faire de la philanthropie. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Samuel Pinto. Samuel Pinto est en Israël depuis 2009. Il a décidé de faire son alia pour se consacrer à la philanthropie. Un parcours émérite en France. Voilà, lui qui est né au Maroc, d'une famille hyper sioniste, a finalement réalisé son rêve, arrivé en Israël. Samuel Pinto, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Alors c'est vrai que voilà, ça nous fait plaisir de donner aussi la parole aux philanthropes. C'est une émission où tout le monde se raconte, où on apprend un peu, on cherche à trouver les motivations. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour on fait ses valises pour venir en Israël? Alors vous, c'est quelque chose qui vient de très très loin. Oui, je crois, oui. Ma famille était, je ne sais pas si elle était si sioniste, elle était surtout très traditionnelle. Et quand on est traditionnel juive, on est très proche d'Israël, l'an prochain à Jérusalem. On adore Israël. On a vu, surtout mes parents ont vu, bien évidemment, pas tellement la Shoah, heureusement au Maroc on l'a pas connue, mais ont vu l'Allemagne au début gagner la guerre et très très dangereuse, et surtout Israël se créer après la Shoah. Donc pour eux, Israël, c'était tout à fait extraordinaire, mais vu de loin, c'est vrai, parce qu'il y a l'aspect économique. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que 1967, guerre des 6 jours, sonne le départ du Maroc. Alors, votre famille aurait pu, puisqu'il était très sioniste, décider de venir finalement en Israël pour construire le pays, mais c'est pas ce qui s'est passé. Non, écoutez, il faut voir ce que c'était le judaïsme marocain. Nous, on était une famille qui avait gagné de l'argent, qui était devenue bourgeoise, mais depuis très peu de temps. Mon grand-père, avec sa famille, vivait de restes qu'on lui donnait, que le shochet lui donnait à manger, parce qu'il avait rien. Ils avaient absolument rien. Et ils ont gagné beaucoup d'argent dans les années 40, mais avant, ils n'avaient rien. Ils faisaient quoi? Et pendant des dizaines, ils faisaient du commerce, de l'importation de thé et de céréales. Et ils sont devenus une des familles Toledano, Toledano Brothers, on appelait ça, une grande famille du Maroc, mais venant de rien. Et leurs parents, à eux, mouraient de faim, pour simplifier. Donc, mes parents ont connu ça, et la famille de mon père, pareil. La famille de mon père est allée en Amazonie en 1890 environ, pour chercher du caoutchouc et évidemment gagner de l'argent, mais ils n'avaient rien. Un pantalon pour aller prendre le bateau, ou deux, je crois, un plus un, pour aller prendre le bateau à Londres et ensuite aller au Brésil, gagner de l'argent pendant 10, 15, 20 ans, rechercher femmes juives à Tanger et repartir après, mais ils n'avaient rien. Et donc, pour mes parents qui avaient connu tout ça par leurs parents, un peu aller en Israël, c'est trop trop dur économiquement. Donc, on allait à Madrid, à Paris, au Canada, aux États-Unis. À Paris. Et nous, en 1967, votre cas. Il faut dire, comme beaucoup de gens, j'y tiens, on était bien au Maroc, mais très malheureux de la situation. D'abord, les Français étaient partis. C'est ça, c'est intéressant de le dire, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui disent non, on était super bien au Maroc, le roi du Maroc protégeait ses juifs de toujours, de tout temps, et finalement... Lisez Georges Bensoussan, il a tout dit. Bien sûr que le roi a protégé beaucoup les Juifs, bien entendu, des horreurs qui ont pu se passer en Égypte ou en Irak ou en Libye, mais quand même, on marocanisait, on était des dhimmis, on ne pouvait pas se développer. Alors les Français, bien sûr, on a embrassé tout de suite la culture française, mais ils sont partis en 1956. Donc, dès les années 50 et surtout dans les années 60, on savait qu'on allait partir. Ouais, il n'y avait plus d'avenir pour les jeunes. On savait, c'était évident que 500 ans de présence là-bas, après l'Espagne, étaient terminés. C'était une déchirure pour vous? Ma mère a écrit un livre où elle a dit quelle famille « Le passé est dépassé ». Okay. Et donc, toute sa vie, où elle a vécu dans une très belle maison, 2 très belles maisons à Tanger et à Casablanca, où je suis né, dans cette belle maison qui est aujourd'hui un musée magnifique, elle a dit le passé est dépassé quand elle est arrivée à Paris, juste après.
en disant on construit une nouvelle vie, on adore la France parce que la culture française est merveilleuse et on va oublier tout ça, cette vie qui était bien parce qu'il y avait la plage et que au quotidien c'était bien, mais on savait qu'on ne pouvait pas y travailler, que c'était difficile avec les Arabes et qu'il n'y avait plus d'avenir. C'est d'elle que vous vient ce caractère un peu entrepreneur, aventurier. C'est beaucoup d'elle. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir comment les choses se développent, changent, se transmettent. C'est ça que c'est. Je ne vais pas trop en parler parce que je vais devenir. Je vais pas vous faire d'émotions, mais voilà, c'est beaucoup d'elle. C'est beaucoup d'elle. Oui, ok. Oui. Elle vous a transmis un grand enthousiasme de la vie, voir toujours le verre à moitié plein. Très important de voir toujours le verre à moitié plein, toujours. Et de faire des choses. Mon père était très, très entrepreneur aussi, mais n'avait pas eu les moyens parce qu'il y a eu la guerre, il n'a pas pu faire d'études, ma mère non plus n'a pas pu faire d'études, et donc il a été commerçant. Alors, pas d'études pour vos parents, par contre pour vous, oui, vous avez été diplômé d'HEC, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses, on va y revenir. Vous et vos frères et sœurs aussi, vous avez un frère diplômé de Centrale, une sœur diplômée de Normal Sup, ça devait être vraiment une récompense incroyable pour vos parents. Grande fierté, grande fierté. Ma mère regardait tous nos devoirs à l'école, adorait l'éducation française, le lycée, l'école. Tout ce qui est scolaire était très important pour elle. Et pour nous aussi, bien sûr, parce que c'était fondamental. On a eu cette ouverture d'esprit, la culture merveilleuse qu'apprend la France, terre des armes et des lois, comme elle disait. Et on a bien réussi parce qu'on avait... ces racines très fortes qui poussaient au travail. Le travail a toujours été la valeur travail, études et travail ont été très importants. Il fallait être sérieux dans les études. Alors, vous avez bien sûr vous avez grandi en France, vous êtes arrivé, vous étiez un petit garçon de 10 ans et vous avez évolué. Adolescent, vous étiez, vers l'âge de 20 ans, vous avez rejoint un mouvement de jeunesse et aussi formateur dans tout ce que vous avez fait après, le Mishmar, donc c'était affilié à la Shomer Hatzair. Et pourtant, vous décidez, vous aussi, vous aviez donc cet idéal d'Israël, vous le portiez en vous, mais vous décidez de rester. Oui, en 1981, comme tous les jeunes, j'étais de gauche et on n'aimait pas trop Giscard, etc. Et on était heureux que Mitterrand ait été élu et que ça change en France, enfin. Principalement, il fallait que ça change. Mais moi, j'ai écrit cette année-là et ce mois-là dans le bulletin du Mishmar à l'époque, donc lié à la Shomer, il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en France. J'avais donc, je ne sais pas, 20 et quelques années. Donc c'est une prise de conscience et en même temps une vie... Alors que j'étais très français, mais j'adorais la France, encore une fois. Oui, bien sûr, bien Paris sûr. Par cœur, etc. Mais je savais Vous m'avez dit que... en préparant l'émission, j'ai mangé Paris. Oui, parce que les rues, je les dévorais, parce que j'ai adoré la ville, parce que c'était passionnant, les années 70 à Paris, après mai 68, j'étais trop petit, mais juste après, c'était cette jeunesse un changement générationnel extraordinaire de la France de Giscard ou de Gaulle ou de Pompidou et la nouvelle France. Non, Giscard pour le coup faisait des réformes. Enfin bon, bref, celle d'avant. France antisémite et anti-tout d'ailleurs était arriérée. Elle changeait beaucoup, mais je savais que l'avenir était en Israël. Ceci dit, j'avais un peu de personnalité. Certains amis juifs merveilleux comme mon maître à l'époque au Mishmar, Shmuel Engelmayer, disaient « Les juifs, on ne peut pas avoir deux personnalités », mais je les avais. L'une qui disait « Il faut aller en Israël demain ». Mais en 1980, c'était difficile parce que le pays était pauvre ou pas très développé. Et l'autre, j'ai une belle carrière financière et passionnante, extraordinaire, les marchés financiers qui commençaient à se réveiller. Et voilà, j'ai choisi celle-là. Ouais, vous avez travaillé pendant de longues années, je crois plus de 35 ans au sein de la banque Edmond de Rothschild. Voilà, donc vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez même créé, je crois, une filiale en Israël un petit peu plus tard. Ça, c'était un peu plus tard. Oui, j'avais convaincu Edmond de Rothschild et puis Benjamin, son fils, après qu'il ait vendu sa banque ici, qu'il ne pouvait pas ne pas être en Israël, alors qu'il était Edmond, le petit-fils de Hanadiv, Edmond de Rothschild, qui a tout construit
à partir de 1880 dans ce pays, et donc Benjamin, son arrière-petit-fils. Et donc on a créé ici une filiale financière qui était dirigée par mon frère, que je leur avais présenté, Jimmy. Alors justement, ce frère, lui, il n'avait pas fait le même choix que vous, puisque je crois qu'en 83, il est décidé, alors que vous commenciez votre carrière en France, il a décidé de venir en Israël, alors qu'il était diplômé de Centrale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Disons que Centrale, à l'époque, ça ne voulait rien dire, et sa carrière aurait pu être très différente s'il n'était pas venu en Israël, mais il a fait quand même ce choix. C'était difficile à vivre pour vous ou pas? Comment vous regardiez ça? Je savais que pour lui et pour ma sœur, qui ont fait le même choix la même année en 1983 de venir ici, c'était très difficile. Et donc, oui, pour moi aussi de les voir, alors que lui aurait pu avoir une carrière très très brillante aux États-Unis, il habitait New York à l'époque, et gagnait beaucoup d'argent là-bas. Ce qui n'a pas été le cas ici, puisqu'en 1984, le pays a fait faillite, toutes les banques ont plié boutique, l'État les a sauvés. Et le pays allait très très mal jusqu'à l'immigration des Juifs de l'Union soviétique 7 ou 8 ans plus tard. C'était extrêmement difficile ici sur le plan financier, économique, je veux dire, du travail. Ils ont réussi correctement, les deux, bien sûr, mais disons que... Mais ils ont ramé, comme on dit, c'était pas facile. On venait beaucoup ici, on apportait des produits parce qu'il n'y avait pas grand-chose en Israël dans les années 80 encore. Mais ils avaient assumé leur sionisme fort, et ils avaient dit nos enfants seront plus heureux ici, et ils ont eu raison. Alors, c'est assez intéressant dans les fratries, comment les choses s'organisent. Vous avez malgré tout, parce que vous êtes toujours resté un sioniste invétéré, et vous deviez regarder Israël avec les yeux de l'amour, j'imagine, de loin, très fier des réalisations du pays. En 2009, finalement, vous décidez de faire vos valises. Oui, ma carrière avait très bien réussi, je dois dire, dans le groupe Edmond de Rothschild. J'ai gagné pas mal d'argent pour moi, puisque j'ai commencé avec rien. Mes parents n'avaient plus rien quand ils sont venus en France pour des revers de fortune qui sont arrivés au Maroc. Et donc, on avait connu des difficultés. Donc, j'avais très bien marché. Ça marchait très bien. Mais je me suis dit, la vie à 55 ans, 58 ans, c'est pas que gagner de l'argent et travailler. De sens. C'est aussi aider le peuple juif, Israël, faire de la philanthropie, travailler dans l'éducation. Mon beau-frère m'avait beaucoup convaincu de ça, parce que lui, il avait fait ça aussi. Il avait quitté une carrière financière. Il était polytechnicien, lui. Il était venu ici donc en 83 avec ma sœur. Mais il avait travaillé chez Baitram dans un moutad il s'occupait de travail social alors qu'il avait 60 ans, ou presque 50 ans. Des jeunes en grande difficulté, des jeunes Israéliens en grande difficulté à reprendre pied dans la vie. Voilà, Samuel Lasri. Donc il m'avait convaincu, il m'a dit, il ne faut pas que tu fasses la course du rat tout le temps, quoi. Et c'est vrai, moi je le souhaitais. Donc je me suis dit, je vais non pas arrêter de travailler, mais presque, devenir plutôt consultant et faire un peu passer, disons, 50% de mon temps dans le travail et dans la finance, et 50% qui sont devenus 80% dans l'éducation, la philanthropie, aider la périphérie d'Israël. Alors l'éducation, aujourd'hui, vous êtes président de l'Alliance universelle israélienne. Israélite universelle. Israélite universelle, autant pour moi. L'éducation, pourquoi? C'est essentiel pour vous? Oui, l'éducation, c'est très important, parce que ce qui forge nos enfants, ce que deviennent nos enfants, c'est l'avenir, bien entendu. Donc il faut absolument que nos enfants soient bien formés. C'est fondamental, mieux que nous, à tous les points de vue, au niveau intelligence, évidemment, mais aussi au niveau ouverture d'esprit, pluralisme, tolérance. Et bien sûr, éducation juive aussi. Nous, on a eu très peu d'éducation juive, parce que dans les familles bourgeoises marocaines, on en avait moins. Et donc, l'éducation, c'est vraiment l'avenir, l'investissement pour l'avenir. C'est le meilleur des investissements, avec le retour sur investissement le plus fort, pour parler avec mon vocabulaire financier. Donc, puis les adultes, c'est difficile de les changer, quoi. Les enfants, on peut faire encore quelque chose, c'est ça? Mais les enfants, oui. Et on peut en faire de meilleurs adultes. Je crois vraiment que pour le Tikkun Olam, il faut commencer par l'éducation. Alors, vous avez fait beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé. Vous êtes consacré, évidemment, à la philanthropie. Vous avez plein de projets aussi variés les uns que les autres. Et ce qui est génial, c'est que vous faites tout avec votre frère.
Oui, on a décidé avec mon frère, Jimmy, donc, qui a 6 ans de plus que moi. On n'était pas si proches avant, parce que 6 ans, c'est beaucoup à l'époque. Oui, et puis vous avez été séparés. On était séparés pendant 30 ans. Voilà. Absolument. On se incroyable. Voyait, moi, je venais beaucoup en Israël, mais pas longtemps. Même. On était tout à fait séparés, mais on a décidé de se retrouver. Et ça a très bien marché depuis 10 ans. Et de faire, je dirais, 3 types de choses. Donner de l'argent à des amoutotes ici qui font de bonnes choses, mais aussi d'être donné du temps et d'être actif. Nous, on savait, et moi je savais très bien, que j'avais un savoir-faire venant du secteur privé que n'ont pas les associations, qui sont souvent des gens merveilleux, mais disons-le un peu inefficaces et pas très bien organisés. En donnant du temps, notre temps, on pouvait faire beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus efficace. Il faut le dire aussi parce qu'on avait des contacts de haut niveau, convaincre des donateurs étrangers, parce que nous, on donnait de l'argent, nous qui avions réussi, on en donnait, donc montrer l'exemple. Donc c'est ça qui est important aussi, parce que vous faites de la philanthropie, mais vous donnez aussi de votre temps, vous mettez la main à la pâte, vraiment. C'est exactement. Ça change tout. Ouais. Ça change tout. Donner de l'argent, c'est bien, mais donner de l'argent et du temps, de son management time, quoi, le temps de la gestion est fondamental. Donc lui est devenu président d'un réseau d'Arca qui a été créé par la Fondation Rachi extraordinaire et par Kol Israel Chaverim au début. Et donc ça marche très très bien, d'Arca, 40 écoles gérées, ça marche très bien. Et moi de Kol Israel Chaverim, l'Alliance ici en Israël. Et donc donner du temps. Et aussi, troisièmement, avec notre argent, mais il faut bien que l'argent reste et se reproduise, d'investir dans des projets sociaux d'impact qui soient rentables, mais qui aient un impact pour aider Israël. Alors comment on fait quand, après tout, on ne connaît pas si bien que ça le pays, pour choisir ses investissements et ses projets? Justement, moi j'avais quelqu'un qui connaissait très bien le pays, mon frère, qui était là depuis 25 ans à l'époque, presque 40 ans aujourd'hui. Et puis des géants, des gens formidables comme Eli El-Alouf qui m'ont aidé, ou d'autres qui connaissaient bien l'éducation, la philanthropie, pardon, dont l'éducation et le social. Mais aussi des Henri Cohen-Solal avec lequel j'avais été au Mishmar, des Mark Eisenberg que vous connaissez un tout petit peu, et qui a créé cette merveilleuse association qui est Qualita, et qui a un parcours similaire mais avec plus de moyens. Et donc voilà, bien sûr la famille Leven de Rachi qui a montré le chemin depuis longtemps, et donc de suivre des exemples, de s'allier avec d'autres gens et de faire toujours un effet de levier, que 1 + 1 ne fasse pas 2 mais 3, toujours. C'est-à-dire qu'en s'alliant à quelqu'un, on peut faire plus, en s'alliant à 3 ou 4 ou 5 personnes, on peut faire beaucoup plus. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que là où on a mis de l'argent, nous, là où on a mis 100, on a réussi à avoir 200, 300, 400 d'autres gens de l'étranger, loin, et ça a fait beaucoup plus. Ça a fait beaucoup plus, vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Vous avez aussi décidé de prendre une ville de la périphérie et d'investir pour, non pas pour vos données personnelles, mais pour vous donner une chance aussi aux habitants de cette ville de se développer, de trouver un job sur place. Je pense à Yerouham, hein, c'est là-bas que vous êtes implanté. Pas facile dans cette ville de trouver du travail. Difficile de trouver aussi des gens compétents, j'imagine. Non, c'était Eli El-Alouf qui nous avait mis sur la piste de Yerouham donc en 2009. Pour nous, c'est Sof Ha'olam Smola, c'est ce film-là à l'époque. Mais c'est aussi le Maroc, puisque c'est tous des Marocains qui ont créé, presque tous. C'est quoi, c'est une façon de réparer un peu tout ce que les Marocains ont souffert? Nous, non, parce que nous, on était la bourgeoisie, parce que mon grand-père a gagné de l'argent et donc mes parents avaient une bonne situation, mais la majorité des Marocains avaient beaucoup souffert, étaient tous venus en Israël, sauf nous. Nous, on était les privilégiés qui ont très très bien réussi au Maroc, en France, ou aux États-Unis, ou au Canada. Et eux, non. Ils étaient venus ici et ils ont souffert beaucoup. S'ils avaient été ailleurs, ils auraient pu réussir. Bien sûr qu'ils auraient pu réussir. Mais certains venaient de grandes villes du Maroc, avaient des bonnes situations. Ils sont allés à Yerouham, à Sderot et autres, ça a été la grande galère. Et ont eu beaucoup de difficultés. Ouais. Alors nous, on s'est dit, on va les aider, ceux-là, parce que c'est les nôtres. Même s'ils étaient très différents, du bled, ils parlaient arabe. Nous, on parlait que le français à l'époque. Pas du tout. Là, moi, j'ai jamais parlé arabe et mes parents mal. Bon, quand on était au Maroc. Et voilà, on s'est rapproché de notre peuple juif marocain.
Et on l'a aidé par le chinour, l'éducation, en investissant là-bas, mais aussi par un hôtel. Et maintenant... vous avez créé 30 emplois à Yerouham. Dans l'hôtel, Yerous Amidbar, qui est un magnifique hôtel de 50 chambres. Je confirme, avec une très belle piscine. Avec une jolie piscine, qu'on a à 50-50 avec Keren Yerouham, disons la Moatsa, la ville de Yerouham, et Amram Mitzna, qui était un homme formidable. Et on a investi, et sans nous, l'hôtel n'aurait pas existé, parce qu'il fallait des fonds à l'époque, un très beau il y a 7 ou 8 ans, et ça a bien marché. Il est censé être social quand on gagnera de l'argent, c'est-à-dire depuis 1 an ou 2, on va réinvestir à Yerouham pour aider la ville, quoi. Mais de toute façon, il a aidé. Alors, vous en parlez comme ça avec la tête très froide. On sent en vous le comptable, entre guillemets, et celui qui manie les chiffres. Mais émotionnellement, qu'est-ce que ça vous a fait de voir des projets comme ça se réaliser? Tout, aller à la synagogue le vendredi soir à Yerouham, c'est extraordinaire. C'est absolument incroyable de voir ces gens qui connaissent tout par cœur. Ces juifs marocains, évidemment, qui connaissaient tout par cœur, la liturgie, avec les chants de mon enfance, bien entendu, à Yerouham, et des gens merveilleux qui ont eu des difficultés, mais qui sont gentils, qui sont ouverts, qui sont pas tous, vous sentiez bien vraiment sûr. Utile avec... Et on s'est dit, nous, on peut aider parce qu'on a eu la chance d'être plus ouverts, plus riches, plus entrepreneurs, tout ce qui va avec. Et on peut créer des choses à Yerouham, un hôtel, bientôt une usine pour faire du vin, et y amener du monde. Et il y a 40 ou 50 000 visiteurs par an maintenant à Yerouham, alors que c'est une ville de 10 000 à 11 000 habitants. Mais pour ça, il fallait, ce qu'il faut toujours, c'est des hommes de qualité, des chefs et des managers de qualité. C'est le maire de Yerouham, Michael Bitton à l'époque, et la maire de Yerouham depuis 3 ans, Tal Ohana, qui est merveilleuse. Ouais, tout le monde ne parle que d'elle, il paraît qu'elle est vraiment... Mais on l'a connue quand elle avait 20 ans, 25 ans, il y a 10 ans donc, un peu plus. Alors c'est intéressant de parler de cette ville parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent peut-être que finalement on pourrait faire venir des nouveaux immigrants de France dans ce genre d'endroit. Alors, et d'autres qui nous disent mais c'est impossible de faire venir des nouveaux immigrants dans une ville de périphérie, loin de tout, dans le sud d'Israël. Qu'est-ce que vous pensez de... Non, c'est possible pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui aiment la nature tout simplement, à 1h30, 1h03, que moi je conduis un peu vite, mais à 1h03 de Tel Aviv. Pas très loin quand même. Quelquefois, il y a des gens qui habitaient en France à 1h30 de Paris. C'est pas tout à fait donc pareil. C'est pas très loin de Tel Aviv en réalité, et surtout de Beersheva qui se développe beaucoup. C'est la nature, c'est d'une beauté sans limite. Le désert est d'une immense beauté. On a l'impression d'être plus proche de Dieu. Moi, je dis personnellement, c'est probablement pas très politiquement correct pour la religion, mais peu importe. Là-bas, c'est tellement beau tous les jours, tous les soirs là-bas. La donc c'est merveilleux de beauté, grande beauté ce Negev. C'est le 2 tiers d'Israël, donc il faut le développer. Et il y a une telle démographie aujourd'hui qu'on ne peut plus vivre dans le centre uniquement. Ça n'est juste pas possible. C'est-à-dire c'est trop cher, trop d'embouteillages, trop de difficultés, alors que là-bas, la qualité de vie est bien meilleure. Donc ça va se développer. C'est certain que ça va se développer. Et c'est en train de se développer. On construit des immeubles maintenant à Yerouham, ce qui est inouï, pas seulement des maisons. Yair Abadim, l'État a enfin compris qu'il fallait décentraliser. Il y a 10 à 12 000 personnes de l'armée qui sont au centre de formation de Yerouham pour l'armée. Donc oui, ça va se faire. C'est pas que si ça va se faire, c'est quand ça va se faire. Ça prend du temps, mais c'est en cours. Alors, et donc des Olim pourraient y habiter. Ça commence doucement. Ça commence doucement. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, puisque les émissions vont un peu loin, hein, c'est la magie d'Internet. Il y a peut-être des philanthropes ou des gens qui se disent qu'est-ce que je pourrais faire pour moi aussi aider Israël. Il y a encore de la place pour faire ce genre de projet. Et surtout, qu'est-ce que vous avez appris d'Israël en investissant dans le pays ? En investissant là, dans ce genre d'endroits et ce genre de choses, on se rend compte qu'en Israël, il y a tout à faire. Un pays jeune, très jeune. Bien sûr qu'il existe depuis 70 ans, mais il s'est développé surtout depuis 15 à 20 ans, puisqu'il a été en guerre longtemps et très très difficile, dans une situation très difficile. Quand on dit à tout à faire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il suffit de copier ce qui existe en Europe, en France, aux États-Unis, et de le refaire ici, et ça marche. Et ça va vite, parce qu'ici, on est très entrepreneurs. Alors, ils l'ont fait dans la Startup Nation, dans le high-tech et tout, dans l'armée, dans plein de domaines, mais dans beaucoup de domaines que chacun peut aimer, l'éducation, le social, l'hôtellerie, des tas de domaines.
La politique, bien entendu, le système politique est désastreux ici, bien entendu, avec la 4e République. Il faut en faire une 5e avec un système quand même beaucoup plus stable, même s'il est représentatif. Et donc il y a beaucoup à faire dans toutes sortes de domaines ici, qui peut intéresser les Olim, dont gagner de l'argent, un peu plus difficile, mais il y a des secteurs où l'on gagne de l'argent, mais surtout construire et développer un pays dont on sait que la démographie est très positive. Il y a 3% de croissance de la population par an, ce qui est énorme, 2 à 3%. C'est le seul pays au monde qui a cette démographie avec un PNB de pays surdéveloppés. Donc une démographie de pays sous-développés, très sous-développés, et une économie, un PIB, une situation économique d'un pays surdéveloppé, peut-être parmi les 10-15 pays les plus forts du monde, ou les plus riches. C'est ça qui fait qu'on peut encore entreprendre et faire plein de choses différentes. On peut encore entreprendre et faire beaucoup de choses ici, mais pas seulement en entrepreneur, en tant qu'entreprise, aussi dans les secteurs dits du 3e secteur, donc éducation sociale, médecine et autres. Il y a beaucoup à faire parce que le pays n'a pas mis assez d'importance là. Mais il commence. Par exemple, le budget de l'éducation a monté de 50% depuis 5 ou 6 ans. C'est une bonne nouvelle. Alors que dans l'OCDE, mais c'était nécessaire. Ouais, et avec ça, on a juste rejoint la moyenne de l'OCDE. Tout à fait. On est très en retard. On était très en retard, mais on est toujours très en retard dans le social ou la santé. Donc il y a beaucoup. Et la pauvreté, bien entendu, qui est trop importante ici. Il est évident que le système fiscal est très injuste dans ce pays. Il n'y a pas de fiscalité pour les riches, ou très peu, je ne devrais pas le dire, mais c'est comme ça. C'est pas grave, vous pouvez le dire. Et les malheureux, si j'ose dire, salariés, sont très vite taxés beaucoup. Donc il y a une injustice fiscale très grande. Mais c'est inaudible sur le plan politique aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de sécurité. Alors que la sécurité n'est plus un sujet tellement... Ça va peut-être changer. J'espère. Bon. Alors, vous avez... on a parlé de ce beau projet à Yaroukha, mais vous avez un autre projet encore dans le Negev. C'est de développer l'huile d'argan, voilà, les cultures d'argan. Pourquoi ? Nous avons 2 projets. L'un, c'est l'huile d'argan et la cosmétique à base d'argan qui est tellement riche en propriétés pour le corps, la peau et les cheveux. Pour une raison simple, Israël n'a pas beaucoup de créneaux, mais ce créneau-là, pour être important, il n'y a qu'un pays au monde qui en produit, c'est le Maroc. Et pour une deuxième raison, c'est qu'il n'y a que le Maroc qui le produit, donc on veut faire comme le Maroc, qui est notre pays d'adoption. Et donc, on s'en sent proche, mais là-bas... On pourrait réussir en Israël. On pourrait réussir, c'est pas un grand secteur, mais quand même, on pourrait réussir à faire une vraie industrie de l'argan en Israël. Et le ministère de l'Agriculture s'y attache aujourd'hui. Il a fait un plan pour l'argan depuis 2 ou 3 ans, pas longtemps. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement plus stable pour que ça marche. Comme on l'a fait pour d'autres huiles comme le jojoba et évidemment l'huile d'olive, où Israël est devenu peut-être pas un joueur international, mais un producteur non négligeable aujourd'hui. Ce n'est pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Israël pourrait devenir un producteur non négligeable important d'un petit secteur qui est l'argan. Donc voilà. Et on pourrait créer des emplois et surtout des gens qui pourraient venir dans le Negev exploiter des terres avec des arbres d'argan, sachant que la production serait vendue assez facilement. Et on construit aussi, on veut faire du vin, parce qu'il peut y avoir, malgré la chaleur, il peut y avoir du vin avec du raisin et des terrains agricoles, des terrains de vignobles, dans le désert, à Yerouham. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, on voit que les idées ne manquent pas, les projets non plus, c'est tant mieux. Vous pensez, je suis obligée de vous poser la question, parce que, bon, franchement, vous venez de France, et puis ici, chez Qualita, on parle beaucoup d'Alia. Vous pensez qu'il y a de la place pour des Juifs de France ? On a l'impression que les gens, s'il n'y a pas des raisons sécuritaires, d'antisémitisme, de menaces, entre guillemets, ont du mal à faire le pas, justement parce qu'ils ont peur de galérer financièrement, de ne pas pouvoir assumer leur famille, continuer à aider leurs enfants ou simplement de profiter de la vie comme ils avaient l'habitude de faire. On a l'impression parfois qu'il faut renoncer. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais est-ce que vous avez peut-être des trucs à leur donner, des idées, Non, vous avez raison, Cathy. Mais quand même, ici, c'est un pays jeune où tout est à construire. Donc, il faut venir pour des raisons positives. L'antisémitisme, pas vraiment. En France, il n'y en a pas tant que ça, un petit peu, mais pas tant que ça. De toute l'administration française, il n'y en a pas du tout. Des Français, beaucoup moins qu'avant. Moi, j'ai connu dans les années 60 du vrai antisémitisme des Français. C'est-à-dire que tous mes amis français étaient réellement presque tous antisémites. Tous ils ne connaissaient pas, mais ils parlaient des Juifs avec des mots
négatif. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc ça a complètement changé en 2 générations. C'est pas le cas. Il y a les Arabes, bien sûr. Vous parlez pas des islamistes, évidemment. Il y a les Arabes et les islamistes, ok, bien sûr. Et toute ils ne cette sont pas gauche, tous antisémites d'ailleurs, bien mais bon. sûr. Enfin, pour simplifier, parce qu'on doit aller vite. L'islamo-gauchisme et l'islam radical, bien entendu. On va y arriver, puisque toute la France est contre elle. Le combat est gagné, puisque la France est mobilisée. Ça va prendre du temps, bien entendu. C'est comme quand j'étais jeune, on disait que les communistes, certains pensaient qu'ils étaient dangereux, qu'ils allaient envahir la France. On a gagné, si j'ose dire. Il y avait un bel idéal communiste, mais malheureusement, c'était stalinien, et ça a fait beaucoup, beaucoup de mal en Russie et dans les pays de l'Est. On a gagné, parce que tout le monde était mobilisé. Aujourd'hui, on gagnera contre l'islam. Il faut se mobiliser, bien entendu. Alors justement, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la grandeur de ce pays qui réussit tout. Il réussit tout, ce pays. Il devient un des plus riches du monde, des plus entrepreneurs. Il s'est guéri du Covid avant les autres. Il est mal dirigé, certes, mais avec des gens extraordinaires. Et il est jeune, donc il y a tout à construire. Il faut l'aider à construire. Et on sait une chose sûre, c'est que nos enfants seront plus heureux que nous. Pas évident aujourd'hui de dire ça, parce qu'ils seront dans leur pays. Parce qu'ils continueront la tradition de 3500 ans d'avoir notre pays juif. C'est là la place des Juifs ? À eux de le faire bien. Aujourd'hui, c'est là la place des Juifs. Ça n'est pas que là, mais c'est surtout là, bien entendu. En étant ouvert et tolérant et admettant des non-juifs ou des gens plus ou moins non-juifs, bon, bien sûr, parce que moi, la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est le plus important, et c'est ce qu'on fait à Kol Israel Haverim, qu'on essaye de faire avec de l'éducation juive. Mais c'est aussi vrai dans le judaïsme. C'est malheureusement certains rabbins qui ont détourné la religion vers du sectarisme. Mais le côté universaliste de la religion juive. Mais le côté universel est là, bien entendu, qui est là. Le hors la goyim, évidemment. La lumière parmi les nations. Donc, il faut qu'on soit la lumière parmi les nations dans tous les domaines. Et on peut l'être. On peut tout à fait l'être. Il ne faut pas se disputer entre nous, c'est très important. Il faut qu'on soit ouvert et tolérant. Mais il y a tout à faire ici. Et franchement, c'est plus amusant qu'aux États-Unis, qu'en France aujourd'hui, parce que c'est des vieux pays où il y a moins à faire, plus compliqué, alors qu'ici, tout est possible. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant, même. Oui. Pour l'entrepreneur, c'est une évidence. Même pour le philanthrope que mais vous êtes. Mais on peut voyager. Moi, je sais que tous mes amis entrepreneurs ici ont un seul marché, c'est le monde. Ici, en Israël, quand on fait un produit, quand on crée une entreprise, c'est pour immédiatement aller la vendre dans le plus lointain des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. On ne parle pas un mot. On voyageait avant. Maintenant, on voyage un peu moins, mais ça ne fait rien. Il y a Zoom. On ne parle pas les langues. Ce n'est pas un problème, mais on réussit très bien. Et ça manque en France. En France, on est beaucoup plus... Comme il y a un grand marché, on est beaucoup plus centré sur le pays. On est plus inventif, du coup. Voire un peu l'Europe et encore. Et donc, du coup, on est beaucoup plus inventif, alors que Israël est un pays provincial, où les gens, c'est un petit pays, donc sont restés entre eux. Nous, en plus, on amène cet universalisme français qui est extraordinaire. Donc, on a apporté beaucoup aux Israéliens, et donc on peut réussir. Donc, oui, les Français ont beaucoup à faire ici. Bon. Et à réussir. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est passionnant tout ça. On a envie de parler encore avec vous pendant très longtemps. Mais bon, malheureusement, je suis obligée de conclure. Qu'est-ce qui a été le souvenir le plus, on va dire, émouvant peut-être, ou l'image que vous gardez en tête quand vous repensez à votre parcours, à ce que vous avez fait ici depuis que vous êtes arrivé? En Israël, c'est de voir des jeunes dont on a changé la vie. C'est-à-dire de voir un jeune qui... nous dit quand il est en Yud-Bet, Yud-Aleph Yud-Bet, en première terminale, moi je veux devenir juge à la Cour suprême ou grand entrepreneur, alors qu'il était d'une famille très pauvre, mais parce qu'on lui a donné confiance en lui. Ce genre d'ambition. Et il n'avait aucune ambition, et maintenant il a l'ambition de réussir et de faire des études, ou de faire des études et de réussir. Et avant, rien. Et dans sa famille, c'est le seul à réussir, ou la seule à réussir, surtout les filles d'ailleurs. On a un programme Sotcode, un programme... dans Kol Israel Haverim, qui est briser le plafond de verre pour les filles, pour étudier les sciences, pour qu'elles deviennent ingénieures et dans les maths, etc. Et donc elles réussissent, mais c'est des filles de la périphérie qui n'avaient pas du tout l'intention de faire des études et de réussir. Ça vous émeut ? C'est très très émouvant, c'est extraordinaire de voir ça, donc oui. Mais c'est aussi des Olim avec Gvaïm, par exemple, que j'aide depuis une dizaine d'années, dont je fais partie du conseil d'administration, du board, de voir ces Olim de tous les pays se dire j'ai trouvé ma voie, quoi, et donc pour leurs enfants aussi. Et on sait qu'en investissant chez ces gens, on a 50 ans d'investissement positif pour Israël, puisqu'ils vont rester 50 ans ici, ils vont payer des impôts, ils vont développer le pays. Ces jeunes diplômés qui sont venus à 25, 30 ans, 35 ans,
de partout, d'Ukraine, de France et d'Amérique du Sud. Donc voir ces jeunes enthousiasmés par Israël alors qu'ils rament, mais c'est dur pour eux, bien sûr. C'est fabuleux. Et c'est très émouvant, très très émouvant, oui. Et si je vous demande quelque chose de plus personnel par rapport à... Parce que vous aussi, vous êtes, après tout, vous êtes immigrant, oui. Voilà, par rapport à votre famille, par rapport à ce que ça a changé dans votre perspective, à vous aussi, personnelle. C'est ma petite fille de 4 ans et demi qui, quand elle va dans le Golan, a pu rencontrer une famille druze et s'en faire amie en disant « je veux maintenant revenir toutes les semaines dans cette famille druze ». Ou être amie de Français dans son école, Marc Chagall, où elle est maintenant, mais aussi d'Israéliens qui ne parlent qu'hébreu, et être comme ça dans un pays, elle est la jeunesse du pays, et voir l'enthousiasme, et puis de vivre au soleil, bien sûr, puisqu'après tout, moi je suis venu ici aussi pour le soleil, la mer et le ciel bleu que j'avais connu à Casablanca quand j'étais petit. Voilà, puis la boucle est bouclée. En tout cas, merci beaucoup Samuel Pinto de nous avoir accordé cette interview. J'espère que vous aurez encore plein de très beaux projets pour Israël et que vous viendrez nous en faire part. Voilà, vous êtes le bienvenu, vous venez quand vous voulez. Merci Cathy. De rien, à bientôt. Merci à Kalita. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.